Bonsoir. Le coronavirus va-t-il arrêter le fonctionnement de notre administration? La mesure barrière de distanciation sociale arrêtée par le gouvernement fait que les contacts entre agents publics et usagers sont limités au strict minimum. Et dans une administration publique où la pénétration de l'outil informatique et de l'Internet reste encore problématique, on peut s'interroger et s'inquiéter également sur la capacité de la dite administration à accomplir sa mission par ces temps-ci. Comment donc assurer la continuité du service public dans un contexte de crise sanitaire? Que devient le projet de modernisation de la fonction publique camerounaise au-delà des discours? Les recrutements dans la fonction publique sont-ils aussi objectifs et rigoureux qu'on le clame? Des questions et bien d'autres qui vont constituer le fil rouge de notre émission. Actualité Hebdo, ce soir, reçoit comme invité M. Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chérif. Alors, par ces temps de coronavirus, est-ce qu'on travaille encore vraiment au ministère de la fonction publique? Nous travaillons. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler. Parce que, voyez-vous, il y a la crise sanitaire aujourd'hui. Il ne faudrait pas que nous sortions de la crise sanitaire pour tomber dans une autre crise qui serait la crise économique et peut-être sociale. C'est pour cela que le chef de l'État, dans son important message à la nation le 19 mai dernier, nous a demandé à toutes les administrations de faire preuve de créativité, de faire preuve d'inventivité, de faire preuve d'innovation, de telle sorte que nous puissions assurer la continuité du service public malgré cette crise sanitaire. Il s'agit de faire les deux. Respecter les mesures barrières, mais en même temps poursuivre le travail. Alors, monsieur le ministre, si un de vos collaborateurs vous dit « je ne viens pas au travail de peur d'être contaminé », que lui répondez-vous? Nous lui répondrons que nous avons pris des mesures. Une batterie de mesures depuis le 20 mars dernier. Vous vous rappelez que c'est le 18 mars que, sur haute instruction du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement a édicté un certain nombre de mesures. 13 dans un premier temps, 7 ensuite. Immédiatement après, nous avons pris des mesures, par exemple la fermeture de notre maison des usagers, que nous avons transformée immédiatement en call center. Nous avons également acquis d'importants outils qui permettent, n'est-ce pas, de protéger nos collaborateurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous venez au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, vous verrez un grand portique. Chaque personne, que ce soit les usagers ou nos collaborateurs, passe par là, se fait désinfecter. Vous également? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes tous astreints à ces mesures-là. Tout comme nous avons acquis des thermoflash. Tout le monde est soumis à ces mesures. Il faut également se nettoyer les mains. Bref, toutes les conditions possibles sont remplies de telle sorte que les uns et les autres soient protégés. Donc, je ne pourrais pas encourager mon collaborateur à ne pas venir au travail. Il faut qu'il vienne. Mais nous devons tous respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement et par l'Organisation mondiale de la santé. Donc chez vous, on n'a pas ressenti cette sorte de baisse de régime au niveau du travail, du rendement des collaborateurs? Si, à un moment donné quand même, lorsque ces mesures ont été annoncées, il y a eu comme une sorte de peur. C'est ainsi qu'on a constaté quand même non seulement des baisses de rendement, mais aussi des absences au travail. C'est ainsi qu'au terme du conseil de cabinet du 30 avril dernier, au cours duquel le Premier ministre, nous transmettant une haute directive du chef de l'État, a demandé que nous veillions à ce que nos collaborateurs soient au travail. Le service ne peut pas s'arrêter. Et dès le lendemain, nous avons fait des descentes dans tous les bureaux, les services centraux ici à Yaoundé, mais aussi à la délégation régionale du centre, et nous avons demandé aux délégués régionaux d'en faire autant. Quelques temps après, je crois que là, nous avons repris notre rythme de croisière, et en ce moment, je crois pouvoir vous dire que le service continue normalement. Les mesures barrières,
ça concerne Yaoundé et l'ensemble des autres régions? Oui. Ou alors on fait Yaoundé? Non, nous ne faisons pas de discrimination. Nos 10 délégations régionales sont également concernées. C'est ainsi que nous avons acquis par exemple des masques faciaux que nous avons distribués dans les services centraux, mais aussi dans toutes les délégations régionales. Nous avons également envoyé tous les produits nécessaires pour la désinfection, du savon, des solutions hydroalcooliques, de l'eau, enfin ils ont de l'eau là-bas sur place, on ne va pas leur envoyer des de l'eau. Robinets, des seaux robinets, oui. tout ce qu'il faut pour que nos collaborateurs soient protégés, mais aussi les usagers qui viennent pour divers services. Cela étant, nous avons quand même pris des mesures qui permettent, n'est-ce pas, de limiter le flux des usagers. Parce que pour respecter la distanciation physique, on ne peut pas recevoir 100 personnes à la fois, c'est difficile cela. C'est pour cela que, et j'espère que nous allons revenir là-dessus, nous travaillons beaucoup avec les TIC en ce moment. Monsieur le ministre, merci de répondre ainsi à nos questions. Il y aura aussi tout à l'heure les questions des internautes rassemblées par Elvis Mbimba. On parlera du coronavirus, des concours et autres recrutements. On parlera aussi de la modernisation de la fonction publique camerounaise. Actualité hebdo ce soir, c'est aussi notre semaine politique et sociale avec Séverin Alégambélé et Franck Evina. Nous donnerons aussi la parole aux usagers de la fonction publique. Ils ont leur mot à dire sur votre action. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité, Monsieur Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. A tout de suite. Monsieur le ministre, en pleine crise sanitaire, donc vous avez quand même réussi à organiser des concours de recrutement. Ce n'était pas un risque? Vous savez qu'il ne risque rien à rien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le service public ne doit pas s'arrêter. C'est une instruction. Il nous appartient de savoir nous adapter au contexte tout en appliquant rigoureusement ces instructions. C'est ainsi que pour l'année 2020, les concours que nous allons organiser cette année, d'ailleurs nous avons déjà commencé avec les traducteurs. Et on vous a vu justement, on s'est dit, mais en pleine crise. Oui, oui. C'est que nous travaillons beaucoup avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication. C'est ainsi que, par exemple, pour le concours des traducteurs et traducteurs-interprètes, autant les épreuves écrites ont été faites en présentiel, parce qu'il fallait bien que les gens soient dans les salles, et en respectant rigoureusement ces mesures, distanciation, nettoyage des mains et tout le reste, port des masques. Mais pour les épreuves orales, il y a eu aussi quelques présences physiques, mais pour ceux des candidats qui ne pouvaient pas être là, je prends le cas de 2 de nos compatriotes. L'une était bloquée aux États-Unis parce qu'il y avait la fermeture des frontières, il n'y avait pas d'avion. Et l'autre, le garçon, était bloqué en Afrique du Sud. Nous avons pu travailler avec eux à travers les visioconférences. C'est ainsi qu'ils ont subi leurs épreuves orales dans de très bonnes conditions. Et nous comptons poursuivre cette belle expérience. Parce qu'en réalité, M. Chérif, je crois que cette pandémie de Covid nous amène à réfléchir et surtout à faire ce que nous espérions depuis longtemps, un bond en avant sur le plan technologique. C'est-à-dire que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Demain ne sera plus comme aujourd'hui. Là, parce que c'est bien parti, on ne compte pas s'arrêter. Si je prends pour le cas des concours que nous allons organiser, que nous venons de lancer, nous avons d'abord laisser les gens venir déposer physiquement leurs dossiers dans nos divers services, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient nombreux. Et là, il y avait un gros risque. Oui, à portée du monde. Nous avons dit, j'ai dit à mes collaborateurs, vous êtes une quarantaine d'ingénieurs dans cette maison, trouvez-moi la solution. Et la solution vient d'être trouvée. C'est ainsi que les inscriptions aux divers concours administratifs vont se faire désormais en ligne à partir de lundi. À cet effet, les usagers, ils ont beaucoup de possibilités. D'abord, au niveau du call center, nous avons des numéros verts, il y en a 2 qui fonctionnent en ce moment, le 425-66 et le 15-22. Derrière ces numéros à 4 chiffres, il y a une quinzaine de lignes groupées
Ce qui fait que je crois que nous n'allons pas être victimes de la saturation. Nous pouvons recevoir les doléances des uns et des autres. Nous pouvons également recevoir les dossiers en ligne. C'est pour ça que nous avons mis à leur disposition des adresses e-mail, des numéros WhatsApp et autres, à travers lesquels il y a à peu près 7 à 8 papiers qu'un candidat en concours administratif doit fournir. Il suffit de les scanner, de nous les envoyer en ligne. Et évidemment, nous allons également mettre sur pied des méthodes pour contrôler. Absolument, parce que je vais vous dire, un risque de faux. Oui, oui. Par exemple, pour les timbres. Bon, pour le paiement des frais, ça se faisait déjà en ligne depuis quelques années. Mais maintenant, le problème peut se poser au niveau du timbre fiscal. Parce qu'un candidat peut, par exemple, utiliser le même timbre pour 2, 3, 4 concours. Nous allons travailler là-dessus avec le ministère des Finances, de telle sorte qu'il y ait un contrôle rigoureux. Et évidemment, le candidat qui sera victime du faux va être écarté immédiatement. Son dossier va être écarté sans autre forme de procès. Ces concours, ils vont se faire en présentiel uniquement pour les phases écrites, en respectant les mesures dont nous venons de parler. Maintenant, pour les phases orales, ça nous permet d'ailleurs de régler un certain nombre de problèmes importants. Imaginez un candidat qui doit partir de Yagua, qui doit partir de Molundu, qui doit partir d'Akwaya pour venir à Yaoundé pour ses épreuves orales. C'était d'énormes risques, c'était des dépenses importantes pour ces candidats. C'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler avec le Centre d'excellence technologique Paul Biya, IAI Cameroun, qui a également des centres ou des sous-centres dans nos 10 régions, de telle sorte que les épreuves orales se déroulent désormais en mode visioconférence. Le travail est très avancé et nous croyons pouvoir trouver les solutions idoines. Elles ne vont pas s'arrêter avec le Covid, elles vont se poursuivre. C'est-à-dire que vous rassurez, malgré la crise sanitaire, tous les concours prévus pour, par exemple, cette année 2020 auront lieu. Ils auront lieu. Nous y travaillons. De toute façon, nous n'avons pas de choix. Il faut qu'ils aient lieu. Monsieur le ministre, je vous propose le regard de quelques usagers rencontrés aux alentours du ministère de la fonction publique ces jours-ci par notre reporter. Au micro de Étienne Pascal Lazégué, il juge le service rendu aujourd'hui par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je voudrais à saluer les efforts qui ont été fournis pour voir comment lutter contre la crise. Mais seulement ça accuse beaucoup de lenteur parce qu'on est incapable d'avoir accès au dossier. Il faut appeler des numéros qui de temps en temps n'arrivent pas à passer et on n'arrive pas à avoir les informations à temps. Moi par exemple, je suis là pour venir sur mon dossier, mais malheureusement, il fait comprendre que les services sont fermés et tout le consort. Ce n'est pas si évident que ça. Moi je suis un vieux fonctionnaire. À notre époque, vous savez, c'était pas comme ça, il n'y avait pas trop de protocoles. Bon, on entrait, on nous dirigeait à certaines portes, mais avec les méthodes de corruption qui sont nées, chaque ministre en arrivant impose sa manière de faire pour combattre la corruption. J'apprécie l'initiative du ministre, celle qui consiste à orienter les usagers là où ils doivent effectivement être reçus, sans toutefois passer par des personnes, par des intermédiaires qui favorisent les méthodes de corruption et autres. C'est ma deuxième fois de venir me renseigner comme il faut prendre. Voilà le numéro affiché là-bas, j'ai appelé. On m'a dit que comme nous sommes en période de confinement, on attend le moment venu, ils vont nous faire signe. La première fois, j'ai eu appelé, j'ai donné mon nom, ils ont tapé sur la machine, ils m'ont dit à quel niveau mon dossier était déjà. Je voulais m'inscrire pour un concours et ça s'est passé très rapidement. Je veux les fiches, j'ai pu l'avoir rapidement. Je constate également que le portail est fermé pour limiter le nombre à 50. J'ai constaté là-bas que l'organisation et l'accueil, les dispositifs de prévention là-bas sont particuliers. Vraiment, j'encourage ce genre de travail. Déjà, le personnel d'accueil et d'orientation. Vous voyez comment on vous oriente là-bas à l'entrée, des conseils qu'on vous donne. Et si vous n'avez pas de masque, il y en a parfois à donner gratuitement.
Alors, Monsieur le ministre, on apprécie, mais en même temps, on parle d'un peu de lenteur. Ça, c'est les questions ou les problèmes informatiques. C'est probablement pas propre à la fonction publique. Non, ce n'est pas propre à la fonction publique. C'est ça, hein, le changement. Lorsque vous apportez le changement quelque part, il y a forcément parfois de petits dysfonctionnements, mais il y a aussi surtout le problème de communication. Communication avec les usagers pour leur faire comprendre ce que nous essayons de faire pour leur bien. À tous. C'est ainsi que, par exemple, à propos de ces dispositifs qui sont en train d'être mis en place, les dossiers qui sont sollicités et tout, alors c'est parfois en papier. Quelqu'un vous dit, je sors de Kousséry, je suis là depuis 2 semaines pour avoir mon intégration, mon acte d'intégration, ou bien le reclassement et tout. Vous voyez, le monsieur est parti de très loin. Il a dépensé de l'argent, il a pris des risques et ainsi de suite. Nous avons donc mené la réflexion. Peut-être même un peu avant hein, l'avènement de cette pandémie, nous nous sommes dit que non, il faut que cela cesse. Il faut que ce soit nous qui allions vers l'usager avec ce qu'il nous demande. C'est ainsi que, ayant constaté par exemple que la plupart de ces actes de carrière, ils sont déjà signés et disponibles. Parce que parfois, lorsque nous recevons des demandes, je dis, trouvez-moi tel acte. Est-ce que ça n'a pas été signé? On me dit, mais monsieur le ministre, vous l'avez signé il y a 6 mois. Mais l'usager ne l'a pas encore eu. Il y a donc un problème de notification. Et je dois vous dire que je suis personnellement descendu là-bas et nous avons constaté quand même quelque chose de pas très bien. 254 000 actes de carrière qui doivent être notifiés, mais qui sont là. Déjà signés. Déjà signés. C'est prêt, c'est disponible. Mais il se trouve que, parfois, on n'a pas le contact de l'usager, mais très souvent, je dois dire que dans les dossiers, il y a les numéros de téléphone. Certains sont devenus caducs, les usagers ont changé de lieu d'affectation et tout. Quand je dis 254 000, c'est entre 2005 et 2020. Donc c'est sur plusieurs Sur années. 15 ans, pratiquement. Oui, sur 15 ans. Alors, ce que nous sommes donc en train de faire, c'est que nous venons de créer dans notre site web, dans notre portail web, une rubrique, une nouvelle rubrique, actes de carrière signés et disponibles. De telle sorte que nous sommes en train, en ce moment, de les numériser et nous essayons de retrouver les propriétaires de ces documents. C'est pour ça que nous avons également mis là-dedans un petit tableau qui demande à l'usager, à l'agent de l'État, de nous dire son contact actuel, c'est-à-dire son lieu d'affectation actuel, qui nous donne son adresse email et peut-être son WhatsApp, le numéro de téléphone, le numéro matricule au cas où il l'aurait déjà. De telle sorte que lorsque nous faisons ce travail, nous numérisons, nous lui envoyons une copie électronique. Une autre copie va chez notre délégué régional compétent et la dernière chose que nous faisons, c'est que nous sommes en train de constituer des colis que nous allons acheminer vers les délégations régionales. Parce que, pour qu'on ait donc la version papier. Voilà, la version papier, la version authentique. Est-ce que ça vient résoudre le problème de l'usager ou de l'agent public qui est à Maroua, Garoua, Koumba? C'est même lui qui est le plus concerné, M. Chérif, parce qu'il n'a plus besoin de se déplacer. Vous vous rappelez, il y a 1 an et demi ou 2, nous vous disions que nous avons amené le CIGIPES jusque dans les régions, c'est-à-dire jusqu'à l'usager pratiquement. Mais ça ne suffisait pas, parce que le CIGIPES, pour le moment, renseigne, vous dit à quel niveau se trouve votre dossier. Nous voulons donc aller plus loin en prenant ce dossier, en l'amenant là-bas, de telle sorte que l'agent public qui est à Kousséry, il n'aura plus besoin de venir à Yaoundé, il s'arrête à Maroua, au niveau de la délégation régionale. Avec la copie électronique que nous lui avons envoyée, le délégué régional vérifie et on peut sortir. On entre dans les paquets. Voilà, on entre dans les paquets, on retrouve son acte. Maintenant, s'il faut authentifier, là nous sommes encore en train de mener la réflexion, elle n'a pas abouti, il va peut-être falloir aussi que les gouverneurs de région, qui sont les représentants et du chef de l'État et de chacun des ministres, puissent être également habilités à pouvoir authentifier ces documents, de telle sorte que les usagers ne viennent plus jusqu'à Yaoundé. Je voudrais vous dire une chose, M. Chérif. Nous partons d'un principe, d'un postulat selon lequel l'usager a toujours raison. Il a toujours raison.
Lorsqu'il pose son problème, il nous appartient. Il demande solution. Ah oui, la solution. Nous devons trouver la solution. Et il a constaté lors des vérifications qu'ils ont raison. Et même quand ils n'ont pas raison, nous devons lui donner la bonne réponse. S'il y a eu un dysfonctionnement, on le lui dit. Si c'est lui qui fait problème parce qu'il n'a pas un dossier complet, nous lui disons, monsieur, madame, il manque tel papier, veuillez nous l'envoyer. Au lieu qu'il vienne à Yaoundé, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les TIC, il va nous l'envoyer. Nous avons la possibilité de vérifier l'authenticité de ces documents. Mais est-ce que vous sentez que, au niveau de l'usager et également de vos collaborateurs, on suit un peu le mouvement? Est-ce que c'est pas un peu Moïse tout seul dans le désert qui essaye avec son bâton? J'espère ne pas être Moïse tout seul dans le désert. Non, je peux vous avouer qu'à 80, voire 90%, les collaborateurs suivent. Ils ont adhéré. Parce que nous avons essayé de faire une approche participative. Chaque fois qu'il faut prendre une décision, nous les réunissons. Nous échangeons sur le sujet, nous trouvons ensemble des solutions. Il y a peut-être quelques pesanteurs ici et là. Forcément. Parce que vous voyez que lorsqu'on vient changer les choses, les gens perdent certains privilèges, entre guillemets. Absolument. Et ils peuvent ne pas être contents. Mais je crois que globalement, ils suivent et ils se disent que vraiment, c'est pour notre bien et c'est pour le bien des usagers. Nous sommes au service des usagers. Sans eux, nous n'existerions pas. Il faut donc travailler au quotidien. Je crois pouvoir vous dire que je ne passe pas de nuit sans réfléchir à comment améliorer le service. Est-ce que cela a amené, on va les appeler, les agents véreux à rentrer dans les rangs? Ils sont en train de rentrer dans les rangs, d'autant plus que nous sanctionnons. Vous avez suivi un certain nombre de mouvements en interne ces derniers temps. C'est parce que lorsque nous constatons qu'il y a des maillons de la chaîne qui ne sont pas bien et qui peuvent faire que la chaîne soit grippée, nous les écartons tout simplement. Nous avons également constaté que de l'autre côté du lac, vous savez que nous sommes au bord du lac, mais de l'autre côté du lac, il y a ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si cela se poursuit, le Minfopra bis. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui ne travaillaient pas au ministère de la fonction publique. Des sortes d'intermédiaires qui monnayaient des services. D'où les plaintes par rapport à la corruption et ceci et cela. C'est là-bas que ça se passait. On a démantelé cela et nous sommes en train de travailler pour que cela cesse. Et avec l'électronique, je crois que ces contacts physiques et autres vont devoir finir. Et on a constaté également, Monsieur le Ministre, que ces derniers temps-ci, il y a eu beaucoup de sessions de conseils de discipline, aussi bien ici à Yaoundé que dans les régions. C'est quoi? C'est véritablement la traque, la chasse aux agents véreux, ou alors c'est simplement un fonctionnement, j'allais dire, normal de l'administration? Il est d'abord normal. Parce que depuis, je crois, 1994, il y a eu une déconcentration. Les gouverneurs de région président les conseils régionaux de discipline de la fonction publique. Au niveau des services centraux, c'est le ministre qui les préside normalement. Et nous essayons d'aller plus loin en se disant qu'il faut vraiment traquer tous ceux qui sont ici et là et qui tentent de faire des choses pas très bien. Et évidemment, comme vous le savez, nous recevons les dossiers qui viennent de toutes les administrations publiques. Parce que le Conseil permanent de discipline de la fonction publique, il siège au niveau du Minfopra. Nous recevons donc l'ensemble des dossiers qui sont traités. C'est le cas du COPE, je ne sais pas si... Enfin, on en parlera. Bon, voilà, on en parlera tout à l'heure. Et donc, nous diligentons tous ces dossiers et ces derniers temps, il y en a... Et sur ces conseils de discipline, alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'affichage ou alors on sanctionne véritablement les agents? Nous sanctionnons. Ah oui, nous sanctionnons, il n'y a pas de complaisance. L'État ne va pas continuer à perdre de l'argent. L'État ne va pas continuer à faire avec des gens qui ne viennent pas au travail ou des gens qui sont à l'étranger, mais qui perçoivent quand même un salaire. Vous avez dit qu'on reviendra sur le COPE tout à l'heure. On en parle même tout de suite. Ah bah oui. Parce que quel est même en fait le rôle du ministère de la fonction publique dans cette opération-là? L'opération a été lancée par le ministère des Finances. On a vu les premiers résultats, beaucoup d'argent comme ça de récupérer. Mais vous, fonction publique, vous jouez quel rôle là-dedans? Nous travaillons en parfaite synergie avec le ministère des Finances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le volet discipline ou contentieux de l'administration est géré au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. La première étape, c'était le MINFI.
qui a procédé à un recensement physique. Et après ce recensement physique, on a constaté qu'il y en a qui perçoivent apparemment indûment des salaires. Je dis apparemment parce qu'il va donc falloir vérifier. Il y a un contentieux. Voilà. Ils font donc la liste de ceux qui sont tombés sous le coup de cette procédure. Ils nous envoient cette liste. Il y avait à peu près 10 000, près de 10 000 fonctionnaires et agents de l'État qui étaient concernés. Nous avons élagué pour enlever ce qui échappe à notre compétence parce que nous gérons tous les agents publics sauf ceux du ministère de la Défense, le ministère de la Justice, la police. Les gardiens de prison, quand je dis justice, c'est déjà eux et tout. Donc voilà, ces corps que nous ne gérons pas, nous renvoyons soit au ministre des Finances, soit dans leurs administrations respectives. Après cet élagage, il nous est resté 8 766 dossiers sur lesquels nous travaillons en ce moment. Nous avons déjà fait des communiqués pour leur dire que vous êtes pris dans cette nasse, il faut donc vous signaler. Nous leur envoyons des demandes d'explication par voie électronique. Nous leur envoyons des demandes d'explication. Nous publions la liste intégrale des 8 766 et certains commencent à répondre déjà à nos demandes d'explication. Lorsque vous répondez à la demande d'explication, si les éléments que vous nous envoyez sont, j'allais dire compétents, convaincants. S'ils sont convaincants, nous pouvons à ce niveau-là arrêter la procédure et éventuellement vous reprendre en solde parce que le MINFI avait parce déjà... Parce qu'entre-temps, l'usager ou l'agent public en question n'a pas de solde. Non, ils ne perçoivent pas de solde. Mais il y a quand même quelque chose de curieux, M. Chérif. C'est qu'il n'y a pas un grand engouement depuis que nous lançons ces appels. Ça veut dire... Ça veut dire que... Ça veut dire. Il n'existe peut-être pas ces gens-là. Ils n'existent pas. Mais en tout cas, on essaie d'être patient. Évidemment, il y a des délais réglementaires. Normalement, c'est 30 jours après la réception de la demande d'explication. Si on n'a pas réagi... Non, nous vous rayons des effectifs. Nous vous rayons des effectifs, mais on essaie d'être patient au regard du contexte, avec Covid et tout le reste. Vous vous donnez combien de temps à peu près pour que tout cela soit véritablement de l'histoire ancienne, finalement? Oui, nous nous sommes dit que, et c'était avant l'avènement de la pandémie, nous nous sommes donné 6 mois pour diligenter ces procédures, pour terminer avec ces dossiers. Maintenant, la pandémie nous a mené quelques retards, quelques lourdeurs, mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous éterniser là-dessus. D'abord parce qu'il faut faire le travail normalement, ensuite parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'on est suspendu de solde, surtout si on est victime innocente, il faut qu'on vous rétablisse rapidement dans votre droit. Donc c'est pour ça que nous essayons de travailler. Et bientôt, je crois d'ailleurs au tout début de ce mois de juin, les premières sessions du Conseil permanent de discipline vont se réunir. Les intéressés, là, comme ils viennent individuellement, ils viendront. Nous allons les entendre et ensuite on prendra les décisions qu'il faut. Il y en a qui sont prises à mon niveau, d'autres au niveau du chef du gouvernement, de telle sorte que les uns et les autres rentrent rapidement dans leurs droits. Mais ceux qui sont coupables seront punis, sanctionnés. Absolument. Alors, en passant, je rappelle que le COPE, c'est bien le comptage physique des personnel de l'État, une opération lancée donc par le gouvernement. Monsieur le ministre, voici notre semaine politique avec le gouvernement au front des préparatifs de la reprise des classes, les 30 ans du Social Democratic Front, entre autres sujets développés par Séverin Alégambélé. Une intense activité cette semaine à l'immeuble Étoile. Des concertations habituelles, mais surtout le conseil de cabinet avec pour principal centre d'intérêt la reprise des classes. Pour le gouvernement, le débat est tranché. Au regard des assurances données par les ministres en charge du secteur éducatif, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé que la reprise des cours dans tous les ordres d'enseignement ainsi que dans les grandes écoles et centres de formation professionnelle aura effectivement lieu le lundi 1er juin 2020 sur l'ensemble du territoire national. S'agissant de l'enseignement supérieur, le chef du gouvernement a tenu une séance de travail avec les recteurs des universités d'État. De cette concertation, on apprend que la reprise des cours se fera suivant une flexibilité propre à chaque institution universitaire, tenant compte du calendrier académique réajusté. Les parents doivent savoir que les universités sont sécurisées au plan sanitaire.
que les parents fassent également leur devoir. Le devoir, c'est de respecter les mesures barrières à partir de la maison. Bien avant le conseil de cabinet, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a pris une décision autorisant les activités du parti politique FPR, Front pour la réconciliation et la relance. Le FPR, dont le président est Jean-Claude Chandantoné, se donne pour ambition de réconcilier les gens. Partout la haine, la mésentente ont généré des fractures et compromis la conscience pacifique. Un élément de plus sur l'échiquier politique national, longtemps marqué par la présence du SDF, le Social Democratic Front qui a commémoré cette semaine ses 38 ans d'existence. À l'ère de la décentralisation, les pouvoirs publics ont pu mettre à la portée des jeunes une carte biométrique, outil innovant permettant à son détenteur de s'identifier et de bénéficier d'un certain nombre de services sociaux à des coûts réduits. Et pour la vulgarisation de la production de cet outil, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile a organisé pendant 4 jours à Yaoundé une session de formation axée sur la prise en main du logiciel de production de la carte biométrique jeune. La carte jeune biométrique, c'est un véritable outil de valorisation du statut de la jeunesse. C'est une grande œuvre, n'est-ce pas, réalisée dans le cadre du plan triennal spécial jeune du chef de l'État. La jeunesse, finalement au devant d'une actualité politique abondante, dont les faits seront encore observés avec beaucoup d'intérêt dans les heures qui viennent. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre Joseph Lay de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors, le gouvernement l'a décidé, la rentrée ou la reprise des classes, c'est le premier, c'est lundi. Vous avez assisté au conseil de cabinet, à l'issue duquel, justement, le Premier ministre a confirmé à nouveau cette date. Vous dites que c'était la solution. C'est la solution. Parce que l'activité nationale ne doit pas s'arrêter. Le chef de l'État l'a dit. Et maintenant, il s'agissait de trouver les voies et moyens pour aller vers cette rentrée qui aura lieu le lundi 1er juin. Mais je dois vous dire que pour avoir suivi le processus et pour avoir suivi également la dizaine d'exposés qui ont été présentés lors du conseil de cabinet du 28 mai, c'est-à-dire jeudi dernier, le gouvernement n'a pas décidé seul. Le gouvernement a associé tous les partenaires sociaux, n'est-ce pas, la communauté éducative et tout, les parents et tous les autres. Même à un moment donné, je crois qu'il y a eu quelques petits remous au niveau des divers collectifs, des syndicats. Mais là aussi, le chef du gouvernement a demandé qu'il soit étroitement associé, ce qui a été fait par mes collègues chargés de ces questions-là. De telle sorte que lundi, les choses devrait aller pour le mieux. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a une petite inquiétude par rapport à la montée fulgurante des chiffres sur la pandémie. Mais si les mesures qui ont été préconisées sont rigoureusement appliquées, je crois que les choses devraient se passer normalement. Le chef du gouvernement est très très vigilant là-dessus. Il a rappelé les hautes directives du chef de l'État. Il va donc falloir que le processus se suive de telle sorte que nous n'ayons pas de casse du tout. Monsieur le ministre, je vais maintenant vous amener à répondre aux questions que vous posent nos internautes qui nous suivent sur diverses plateformes. Questions rassemblées par Elvis Mbimba. Alors, on commence par la première question, Marie H, qui dit « Pourquoi ne recruter que 5 techniciens » On est vraiment dans du concret. Ah oui. Pourquoi ne recruter que 5 techniciens principaux en imagerie médicale, malgré l'ouverture de plusieurs centres hospitaliers à travers le pays? Oui, cette question me permet d'abord de donner une réponse, j'allais dire globale, par rapport au processus de recrutement dans l'administration publique, dans la fonction publique. Ce processus commence à l'année N-1, c'est-à-dire pour 2021 par exemple, ces recrutements se préparent dès 2020. C'est ainsi que le ministre de la fonction publique envoie des correspondances à ses collègues, chefs de département ministériels. Que chacun exprime ses besoins. Lorsqu'il a exprimé ses besoins, lorsqu'ils ont tous exprimé leurs besoins, nous les consolidons à notre niveau. Vous savez que nous avons toute une direction qui est la direction du développement des ressources humaines de l'État. Ce sont des concours, pour parler prosaïquement. Nous consolidons donc ces données, nous les envoyons au chef du gouvernement où les arbitrages vont donc être faits.
Ces arbitrages se font d'abord sur la base de l'expression des besoins et ensuite sur la base d'un critère extrêmement important, la soutenabilité, c'est-à-dire les moyens. Ah ben oui. Est-ce qu'on peut payer? Il ne s'agit pas de recruter aujourd'hui et 3 mois après, on n'est pas capable de payer. De les prendre en solde. Non, c'est ça qu'on appelle la gestion prévisionnelle des ressources humaines. L'État est tellement bien organisé que rien ne doit et rien ne peut se faire au hasard. Donc les chiffres ne sont pas des chiffres donnés au hasard. Ah non, 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 pas du tout. Ils n'émanent même pas du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ils émanent de la base et les arbitrages se font au niveau des services du Premier ministre. Et très souvent, c'est le chef du gouvernement lui-même qui préside ces séances d'arbitrage avec tous les membres du gouvernement qui sont concernés. Les uns et les autres présentent leurs besoins, présentent leurs problèmes. Argument contre argument. Argument contre argument. Et ensuite, le ministre des Finances dit, pour cette année, au regard de la conjoncture, je peux disposer d'une enveloppe budgétaire de temps. Et c'est sur cette base donc que c'est décidé, on accorde donc des quotas par, j'allais dire, par corps de métier, et ainsi de suite. Voilà qui est clair. Usherline, quelle est la prochaine étape pour les candidats admis au recrutement spécial des traducteurs et interprètes, session 2020? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Oui. Et ils ont été admis. Maintenant, il reste qu'ils viennent prendre le service. Je crois qu'ils ont 30 ou 45 jours pour prendre le service. Et après cela, nous allons procéder à la mise à disposition de diverses administrations qui expriment le besoin. Mais je dois vous dire qu'il s'agit là d'une mesure spéciale du président de la République qui a demandé que nous recrutions pendant 5 années 500 traducteurs et traducteurs interprètes, dont 100 par année. Nous venons de recruter les 100, ou un peu moins, parce que je crois qu'il y a des places où il n'y avait pas de candidats. La procédure va forcément aboutir. La procédure va aboutir. Nous avons envoyé les résultats et notre pré-rapport à la hiérarchie, et de telle sorte que nous ayons des instructions qui nous permettent de faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Parce qu'il faut toujours informer la hiérarchie, étape par étape. Alors, Figem Hamadama Emmanuel, quand seront traités les dossiers de reclassement du concours professionnel du 16 décembre 2018? Alors, que vous avez des dates. Ben oui, tout à fait. Non, ces dossiers sont en cours de traitement et très bientôt, très rapidement, nous allons reclasser les uns les autres. Bon, et évidemment, je dois vous dire que pour ce qui est de la catégorie A, A1, A2, ça se fait au niveau des services du Premier ministre et les catégories B, C et D, c'est à notre niveau. En tout cas, tout est mis en œuvre de telle sorte que, vous voyez, c'était tout récemment, le 16 décembre 2018. 16 décembre 2018, et c'est le 18 mai que les résultats ont été proclamés. C'était hier. En tout cas, nous y travaillons. On a le temps de voir venir. Ouais. Alors, Tabzawai Taïla Moïse, pourquoi le recrutement des fonctionnaires ne concerne pas les ingénieurs d'agriculture et les ingénieurs des travaux agricoles? Ils sont concernés. Ils sont concernés, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la base des besoins exprimés par les administrations et puis des arbitrages qui sont faits. Absolument. C'est pour cela que, au regard du flux important, on s'est dit, surtout pour ce qui est des concours professionnels, qu'il faut faire tous les 2 ans. C'est-à-dire que, par exemple, pour les administrateurs civils, si nous organisons leur concours professionnel cette année, ils attendront encore 2 ans. Entre-temps, nous privilégions d'autres corps, et ainsi de suite. Donc, cela, les ingénieurs... En fait, c'est que la demande est forte. Elle est forte. Encore qu'en 2019, il y a eu un concours pour les ingénieurs d'agriculture, sauf erreur de ma part. En tout cas, mes collaborateurs me confirment qu'effectivement, il y a eu un concours pour les ingénieurs d'agriculture dans les divers corps, les techniciens. Ousmane Hamadama dit, pourquoi l'avancement en grade n'est pas automatique? Il y a des fonctionnaires qui ont 10 ans de carrière sans avancement. L'avancement en grade est automatique. Désormais. Et même avant mon arrivée au Minfopra, ça l'était déjà. Je vous ai dit tout à l'heure que la communication, c'est quelque chose de très important. Il faut communiquer, il faut donner l'information. C'est ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Donc, j'ai signé cette semaine même
des convocations ou des invitations adressées aux représentants des diverses administrations, après avoir envoyé des correspondances au chef de département ministériel pour qu'il nous envoie des représentants et qu'ils viennent avec les dossiers des différents personnels relevant de leurs compétences. Le 2 et le 3, cette commission d'avancement va se réunir pour ce qui est des fonctionnaires, et puis le 4 et le 5, ça va être pour les contractuels. Donc le travail se poursuit, il suffit qu'on apporte les dossiers, et puis donc, on la étudie. communication. Oui, la communication. Et je dois dire que, justement, ce monsieur qui nous a posé la question, il a dû se rendre compte qu'il ne remplit plus cette grosse paperasse, les bulletins de notes et autres. C'est parce que ça a été supprimé. Oui, voilà, ça a été supprimé. Voilà. À Goken Armel, n'y a-t-il pas d'insertion possible dans l'administration publique des diplômés de l'UIT Bois de Mbalmayo, ouverte en 2014? Oui, je dois avouer que... Vous voyez, cette institution-là n'est pas seule. Hein, voilà, cette institution n'est pas seule. Elles sont nombreuses. Parce que lorsque les curricula avaient été élaborés à l'époque, certaines écoles ou institutions n'existaient pas encore. Mais nous, on a le devoir d'appliquer les textes qui existent. Mais nous avons déjà reçu de la hiérarchie des instructions pour que nous puissions travailler, pour revoir ces curricula, de telle sorte que les nouveaux diplômes, les nouvelles écoles et tout soient également concernés. Donc ça pourrait évoluer. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Giscard Ouerasson dit, quelle suite pour ceux de l'arrière-pays qui ont répondu par mail à votre demande d'explication dans le cadre du COPE? On parlait du COPE tout à l'heure. Du COPE tout à l'heure. J'ai dit qu'ils ont répondu par mail à nos demandes d'explication. Nous sommes en train d'étudier les réponses, les éléments de réponse, parce qu'il ne suffit pas d'écrire pour répondre, il faut envoyer les éléments justificatifs par email ou par WhatsApp. Nous allons également les étudier, et si nous constatons que nous pouvons lui accorder des circonstances atténuantes, nous pouvons dire on peut le reprendre en solde, et j'écris à mon homologue des finances. On le reprend en solde. Mais pour les autres, dès que nous constatons qu'il y a... Quand on est fautif, non, nous le convoquons. Nous voulons les voir physiquement. Parce qu'il est hors de question que nous traitions uniquement par voie électronique. On a dit comptage physique. Physique. Quelqu'un peut être aux États-Unis, en France, ou je ne sais pas où, au Japon. On a connu des cas comme ça. N'est-ce pas? Donc il faut que les gens viennent. Nous voulons les voir physiquement. Et nous allons d'ailleurs mettre des garde-fous tels que quelqu'un ne vienne pas une seule fois et il pense qu'il a réglé son problème. Nous allons qu'ils viennent travailler. Ils reviennent travailler, et même qu'ils reviennent répondre à nous plusieurs fois. On verra donc celui qui a tant d'argent pour faire le voyage en aller-retour 5 ou 6 fois par an. Alors Francis Lekini dit pourquoi les innovations observées au Minfopra ne sont pas étendues dans les autres administrations. Vous êtes le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Vous êtes chargé de la réforme administrative dans tous les services publics. Oui, oui, je ne dirais pas non. Et ces innovations sont étendues aux autres administrations. Je prends un exemple. En janvier dernier, du 13 au 15 janvier, nous avons organisé un important colloque sur la modernisation de la fonction publique. Vous avez dit qu'on en parlera tout à l'heure. Les recommandations et résolutions de ce colloque ont été envoyées à tous mes homologues, chefs de département ministériel. Et presque tous ont déjà réagi en disant merci pour ces importantes recommandations. Nous allons les mettre en œuvre. De même que nous menons un certain nombre d'autres activités, la dématérialisation et ceci et cela. Tout cela est implémenté progressivement dans les différentes administrations. On commence par des administrations pilotes. Si ça marche, on continue. S'il y a des dysfonctionnements, on les corrige avant de continuer. Donc voilà un peu le travail que nous faisons. Alors, Aïe Oskr dit sur le recrutement des contractuels sortant de la présidence de la République, quels sont les critères retenus et le deadline? Oui, je dois dire là-dessus également que c'était 4 administrations. J'ai reçu l'autorisation pour 4 administrations. La présidence de la République, les services du Premier ministre, le ministère de la Défense et le contrôle supérieur de l'État. Ces dossiers ont été traités. On aurait dû déjà boucler l'opération.
Mais il se trouve que, parce qu'on a quand même constaté qu'il y a beaucoup de faux dans un certain nombre de choses, les diplômes notamment, absolument, nous sommes obligés de faire authentifier les parchemins qui nous sont présents. Ça demande plus de vigilance. Oui, ça demande plus de vigilance. Et lorsque nous envoyons dans ces demandes, dans les institutions, ça peut être ici au plan local ou à l'étranger, ça prend parfois un peu de temps. Ça peut prendre 6 mois, hein, parfois 6 mois, 12 mois. Donc ce n'est pas forcément du fait du ministère de la Fonction publique. Mais nous, on est obligé d'attendre qu'on nous donne les éléments de réponse exacts par rapport à notre préoccupation pour ne pas recruter des personnels véreux. Aïnda Niemek dit, qu'en est-il des contractuels ayant signé leur contrat et qui n'ont pas encore de matricule et de prise de service, de certificat certainement? Oui, nous y travaillons. Qu'ils attendent. Nous avons adressé cette question d'ailleurs tout récemment. J'ai dit à mes collaborateurs d'accélérer le processus. C'est ainsi que ces 2 dernières semaines, on a dû immatriculer pratiquement 3500 agents qui étaient en attente de matricule et peut-être d'intégration et autres. Donc le travail se poursuit, qu'il soit simplement un tout petit peu patient. Nous le faisons, mais en même temps, nous devons nous assurer que ce que nous faisons ne va pas avoir des conséquences néfastes, désastreuses. On parlait de faux diplômes tout à l'heure. Voilà, les finances de l'État. C'est pour ça qu'on essaie de prendre ce temps pour nous assurer que c'est bon. Voilà, une dernière question d'internaute. Bill Pokam, à quand la signature des contrats des 885 IETP, instituteurs de l'enseignement technique et professionnel, dont les résultats ont été publiés depuis le 20 mars 2020? Là également, les gens sont impatients. Oui, le 20 mars 2020, il n'y a pas bien longtemps, mais le processus est en cours. Nous sommes en train de... Nous avons donc sorti les listes. Nous leur demandons de venir prendre le service, donc signer leur contrat, et ensuite, on va pouvoir les affecter. Qu'ils soient tout simplement un peu patients, mais le processus avance très bien. Il est hors de question qu'ils attendent encore longtemps, alors qu'ils ont déjà la possibilité de travailler et de gagner un salaire. Nous y travaillons. Monsieur le ministre, nous allons vous permettre de souffler un peu avec notre semaine sociale. Une semaine sociale qui, comme les autres semaines de ces derniers temps-ci, est marquée par la lutte contre le coronavirus, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent. Voici Franck Evin. Face au coronavirus, le Cameroun renforce la riposte. Alors que le nombre de contaminations confirmées a franchi la barre de 5000, le gouvernement annonce l'entrée en scène des districts de santé et des formations hospitalières du privé dans la prise en charge des malades. Le ministre de la Santé publique a été instruit d'augmenter les capacités d'accueil des malades atteints du coronavirus, en particulier dans les zones rurales. Il devra également impliquer davantage les districts de santé dans la prise en charge des malades du Covid-19, ainsi que les formations sanitaires privées qui remplissent les conditions requises. Sous l'impulsion du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a par ailleurs annoncé le prolongement des mesures de restriction prises il y a 2 mois. Compte tenu de la situation de la pandémie du Covid-19 au Cameroun, le président de la République a par ailleurs décidé de proroger pour une durée de 15 jours supplémentaires, éventuellement renouvelables, les mesures encore en vigueur qu'il a prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Par ailleurs, la sensibilisation se poursuit. La grande famille de la communication s'y engage avec énergie. Objet de cette rencontre avec la presse, initiée par le ministre René Emmanuel Sadi. On constate comme un relâchement de la part de nos compatriotes. Face à ce relâchement, il nous est apparu indispensable de monter en puissance dans la communication. Nous pensons qu'il faut absolument aller au plus près de nos populations. C'est dans ce contexte que les élèves des classes d'examen et les étudiants vont renouer avec les cours en présentiel, une rentrée spéciale avec des dispositions spéciales. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, M. Joseph Lé. Alors, Monsieur le ministre, on va parler des concours et des recrutements à la fonction publique. Il y en a eu un certain nombre ces derniers temps-ci, il y en aura encore. Et la question qui revient toujours, c'est comment on fait pour être honnête, rigoureux, équitable? Nous faisons tout pour être honnête, rigoureux, équitable. C'est pour cela que
les concours sont organisés à la suite d'une organisation minutieuse. C'est pour cela que nous avons le devoir de respecter un certain nombre de textes qui régulent, qui organisent les concours. Nous avons également le devoir de respecter les quotas, les divers quotas qui sont attribués. Nous faisons le maximum pour qu'il en soit ainsi. Certains parlent d'équilibre régional. Je me demande si ce n'est pas un abus de langage. Non, il s'agit des quotas qui sont attribués. Parce que lorsqu'on parle d'équilibre, ça veut dire que tout le monde doit avoir la même chose. Non, non, non. Il y a des quotas qui avaient été définis. C'est peut-être un peu dépassé aujourd'hui. À l'époque, je crois dans les années 70, qui avaient été donc élaborés, définis et mis en place. Nous avons reçu des instructions de la hiérarchie pour que nous travaillions pour essayer de voir les critères de définition de ces divers quotas. Le travail est en cours et je crois que cela va être connu bientôt, mais nous essayons de respecter ces divers quotas parce que ceci est extrêmement important dans le cadre de la politique de justice sociale du chef de l'État. Mais est-ce que vous comprenez le fait que chaque fois qu'un concours est lancé, au niveau, on va dire, de la population lambda, on soit sceptique sur, on va dire, l'aboutissement de ce concours? On se dit, ah, les dés sont pipés. Non, les dés ne sont pas pipés. Nous essayons de faire tout ce qui est possible pour que chacun y trouve son compte sur la base des critères qui ont été définis. Je me rappelle d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, à Bafoussam, une jeune dame au cours d'un point de presse qui s'est levée et m'a dit, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes vraiment sûr que si je présente un concours, moi qui suis fille de pauvre, qui n'ai pas d'argent pour aller corrompre tel ou tel agent, je peux réussir à ce concours? Je lui ai dit, mais bien sûr, sur la base de votre travail, sur la base des critères qui ont été définis, parce que nous combattons certains maux qui minent notre administration, notamment dans ce secteur-là. Donc, nous travaillons au quotidien pour que le processus s'améliore, pour que ce soit les valeureux qui puissent passer, qui puissent réussir à ces différents concours. Mais je comprends. Vous voyez, aujourd'hui, je prends souvent l'exemple de l'entonnoir. Vous voyez, l'entonnoir a cette forme. C'est large au-dessus, mais à la sortie, c'est étroit. Voilà. Si je prends le cas, par exemple, des concours, c'était les instituteurs. Les instituteurs, il y a 2 ans, nous devions recruter 1000. Mais nous avions, je crois, 53 000 candidats. Vous voyez? Donc, la porte de sortie est très étroite et il faut vraiment travailler de telle sorte que le filtre fasse bien son travail et qu'au bout du processus, il y ait moins de récriminations. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien, de telle sorte que vraiment les uns et les autres se reconnaissent dans ce que nous faisons sur la base de cette politique définie par le chef de l'État, que chacun se reconnaisse dans sa politique dont nous sommes chargés de la mise en œuvre. Évidemment, tout le monde ne peut pas être satisfait. Parce que lorsqu'on parle de concours, M. Chérif, il s'agit d'un concours, c'est-à-dire qu'on cherche les meilleurs. Ça fait donc que parfois nous recevons des plaintes, des gens qui vous disent oui, j'ai déjà présenté tel concours 4-5 fois, pourquoi je ne réussis pas? On peut aussi être tout simplement faible. Oui, voilà. C'est parce que lorsque cette année j'organise un concours, moi je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé les années précédentes. Nous en tenons au résultat du concours de cette année. Vous pouvez même avoir une bonne note, mais il va se trouver que certains ont de meilleures notes par rapport à la vôtre. Et c'est pour ça que vous pouvez ne pas réussir 2, 3, 4 fois. Ça peut arriver, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Il faut multiplier les chances. Monsieur le ministre, alors sur la modernisation de l'administration camerounaise, de la fonction publique camerounaise, on le dit souvent, la clé de cette modernisation, c'est l'informatisation, c'est Internet. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord. Parce que c'est ça la nouvelle société d'aujourd'hui. C'est les technologies de l'information et de la communication. Et à votre niveau, au ministère de la fonction publique par exemple, qu'est-ce que vous faites pour justement rentrer dans ce monde-là? Nous y attelons. C'est pour ça qu'au début de cette année, du 13
au 15 janvier 2020, nous avons organisé un important colloque national sur la modernisation de la fonction publique. Ce colloque était placé sous le très haut patronage du président de la République et présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est dire donc l'importance que le chef de l'État, que le gouvernement accorde à ce processus de modernisation de notre fonction publique. Nous sommes sortis de là avec beaucoup de recommandations pour permettre de faire des bonds en avant dans le sens de la modernisation et nous avons regroupé ces recommandations dans ce que je pourrais appeler le carré d'or de la modernisation de la fonction publique. Ça passe donc par 4 piliers. Le premier étant l'acquisition des outils modernes et adaptés à la nouvelle donne sociétale. Après cette acquisition, et je crois pouvoir vous dire d'ailleurs à cet effet que nous sommes très reconnaissants envers le chef de l'État qui, il y a 2 années, a bien voulu mettre à notre disposition une importante dotation financière de 510 millions de francs CFA pour que nous puissions acquérir les outils de travail. C'est ainsi que nous avons doté les services centraux et déconcentrés des outils de travail, les ordinateurs et tout. Nous avons également revu de fond en comble notre système d'information. Ce travail a été fait et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, ça se passe de mieux en mieux. Ça va se poursuivre. Après l'acquisition donc des outils de travail, l'autre pilier, c'est la révision en profondeur des textes et des procédures. Parce que les textes et les procédures qui étaient valables il y a 15, 20, 30 ans ne le sont plus aujourd'hui. Les choses évoluent, d'autres sociétés évoluent énormément. Troisième pilier, le renforcement des capacités. Pour ce qui est seulement de la fonction publique, nous venons de former près de 700 de nos collaborateurs à l'utilisation des TIC, d'Internet et autres, grâce au concours de l'IAI Cameroun, le Centre d'excellence technologique Paul Biya. Et nos collaborateurs, au terme de ces formations, se sont montrés très satisfaits, très contents de ce qu'ils ont fait là-bas. Et ensuite, ce qui me semble très important, Monsieur Chérif, parce que quelles que soient les innovations que vous voulez apporter, quels que soient les changements que vous voulez apporter, s'il n'y a pas de changement de mentalité, ça se passe dans la tête. Ah, ça, c'est dans la tête d'abord. C'est pour ça que le 4e pilier, c'est, n'est-ce pas, d'amener un nouvel esprit, de se donner une nouvelle éthique pour aboutir, n'est-ce pas, à ce que nous appelons le nouvel agent public camerounais. Ce nouvel agent public camerounais, ça reste vous et moi, hein, on ne va pas aller chercher sur la planète Mars. Non, c'est vous et moi. Mais nous devons changer de mentalité pour savoir que nous sommes au service de l'usager. Nous sommes au service de l'intérêt général. Nous sommes au service de la politique définie par le chef de l'État. Est-ce que vous savez que la réponse de l'agent public, chaque fois qu'on pose les problèmes de modernisation et d'éthique et tout cela, ils vous disent « nous, on n'a pas d'argent ». C'est-à-dire quoi, le salaire? Oui. Oh, ça fait partie du travail qui est en cours en ce moment. Rappelez-vous, en novembre 2018, au terme de sa prestation de serment, le président de la République s'était engagé, n'est-ce pas, à faire améliorer les conditions de vie et de travail des agents publics. Ce n'était pas un engagement pour un jour ou pour une année, c'était pour le septennat. Et je crois pouvoir vous dire qu'un travail en profondeur est en cours en ce moment au niveau des administrations, au niveau des services du Premier ministre, pour revoir la panoplie de textes qui existent et un certain nombre d'autres choses en tenant compte des desiderata des agents publics. Il s'agit simplement pour nous d'être un tout petit peu patients, parce que, évidemment, tout cela est conditionné par la soutenabilité budgétaire. Vous savez que la conjoncture économique et financière actuelle ne nous est pas toujours très favorable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Le travail est donc en cours, on essaie de voir tout ça. Nous devrions d'ailleurs nous retrouver dans les prochains jours avec le ministre des Finances qui est le président de ce comité pour voir un peu comment il faudrait apporter ces améliorations en tenant compte de la conjoncture économique, des moyens qui existent et tout et tout. Donc c'est pour ça que je voudrais simplement prier nos compatriotes, les agents publics, d'être un tout petit peu patients. Le chef de l'État est là pour eux,
pour leur rendre service, eux qui l'ont élu. Et nous sommes chargés d'appliquer cette politique qu'il définit. Et je crois qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Et au niveau de la fonction publique, le ministère lui-même, est-ce que les choses se passent comme il se doit? Vous engagez la modernisation. Quand on rentre quand même dans le ministère, il y a des étages ou des couloirs qui ont été célèbres il y a quelques années. Ça a changé, tous ces documents, ces piles de documents dans les couloirs et tout le reste, les choses ont quand même bougé. Vous voyez, je suis heureux lorsque vous posez cette question parce que oui, ça a changé. Ces piles de documents, vous ne les avez plus là-bas. Et nous avons d'ailleurs engagé la numérisation de ces archives, de telle sorte que les piles de documents que nous ne mettons pas dans la poubelle, nous devons les garder, parce que c'est les archives nationales. Absolument. Nous allons donc les stocker ailleurs, mais les couloirs du ministère doivent être fluides. De même que le ministère n'est plus une cour de récréation, où vous aviez des agents, des usagers qui montaient, qui descendaient, parce que nous essayons de rendre le service suffisamment fluide. Nous avons créé la maison des usagers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais avec l'avènement de la pandémie du Covid, nous l'avons transformé en call center pour que les usagers ne viennent plus, parce que nous avons construit une très belle maison pour eux, climatisée, avec un certain nombre d'autres services, où nous les recevions. Maintenant qu'il faut la distanciation physique et autres, nous l'avons un peu fermé, c'est temporaire, et on a transformé cela en call center de telle sorte qu'ils puissent recevoir le service étant chez eux, qu'ils ne soient plus obligés de venir au ministère. Une dernière question, Monsieur le ministre. Tout ce que vous dites, ça concerne l'agent public, l'usager aussi bien de Yaoundé, de Yokadouma, de Kousséri que de Koumba et de Akoya? Oui. Est-ce que vous ne parlez pas pour l'élite de Yaoundé? Non, c'est même eux les plus concernés, Monsieur Chérif. Parce que, je vous le disais il y a un instant, cet usager d'Akoya, de Kousséri ou de Molundu n'est plus obligé de venir jusqu'à Yaoundé. Parce qu'avec l'informatisation, avec la dématérialisation des procédures, il nous saisit à travers les numéros verts que je vous ai donnés tout à l'heure, qui sont gratuits, il faut le dire. L'usager ne paye pas un seul rond. C'est nous qui supportons quand même les frais au niveau des opérateurs de téléphonie. Mais cet usager, il suffit de nous appeler. Nous répondons à ses préoccupations. Et s'il faut envoyer les documents, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos délégations régionales vont désormais recevoir des colis. Donc, au lieu que monsieur ou madame parte d'Akoya pour Yaoundé, il va tout au plus s'arrêter à Boya. Il aura ces services-là. Nos délégations régionales sont mobilisées à cet effet parce que nous devons chaque jour réfléchir sur comment améliorer le service. L'usager, c'est le roi pour nous. Il ne faut pas que le roi se dérange. Nous ne devons pas le déranger. Il doit recevoir le service autant que faire se peut à domicile. Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre Joseph Lé, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo et merci de votre disponibilité. Je voudrais, s'il vous plaît, terminer en disant que le chef de l'État nous a instruits de travailler constamment au service de l'usager. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, ne cesse de rappeler cela, améliorer le service. Notre fonction publique, notre administration publique aujourd'hui doit être une administration moderne.